Bonjour Loïc Le Floch-Prigent, je suis ravi de vous avoir avec nous pour cette matinale spéciale Je suis content américaine. d'inaugurer pour partie ce studio. Bien entendu, parce qu'aussi également vous êtes membre du comité stratégique de Frontières, vous essayez de porter des sujets économiques justement chez nous, donc on va en parler. Loïc Le Floch-Prigent, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Vous êtes un ancien grand patron de grandes multinationales françaises. Vous avez notamment été à la tête d'Elf Aquitaine, de Gaz de France, de la SNCF. Vous êtes aujourd'hui un patron de PMI dans la mécanique et la métallurgie. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, notamment pour annoncer une bonne nouvelle, parce que vous avez accepté de rejoindre notre comité stratégique de Livre Noir, qui est présidé par Xavier Driancourt, et notamment pour aborder les thématiques d'industrie et d'énergie, comme on va le faire dans cet entretien. Mais avant de commencer cet entretien, je tiens à remercier tous nos auditeurs et je les invite notamment à se rendre sur notre site internet www.livrenoir.fr pour découvrir notre nouvelle équipe et nos nouvelles offres. N'hésitez pas à nous soutenir en commandant notre magazine qui sortira le 27 septembre et à prendre vos places pour le grand événement très politique du 30 septembre. Donc merci à tous pour votre soutien. Alors commençons sans transition, Loïc Le Floch-Prigent. Ma première question va être très simple. Pourquoi avoir accepté de rejoindre le comité stratégique de Livre Noir ? Vous allez comprendre que l'industrie et l'énergie, c'est la passion de ma vie. C'est comme ça que j'ai commencé et j'espère pouvoir le finir dans les mêmes conditions. Et à chaque fois qu'on me demande de parler, d'agir, de participer sur l'industrie et l'énergie, je considère que c'est mon devoir d'y aller, parce que au bout de lors de 60 ans d'industrie, je commence à pouvoir comprendre un peu de quoi il s'agit et pouvoir en parler. Et il y a peu de gens qui, dans l'action, sont capables de prendre le recul. Et moi, j'ai ce recul. Et donc, je pense qu'il est important que je puisse faire bénéficier le maximum de gens de l'expérience que j'ai accumulée. Alors, si on commence justement pour parler de votre expérience et de tous les bilans que vous pouvez tirer, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu l'état dans lequel se trouve notre pays et la direction dans laquelle on va d'un point de vue énergétique et industriel ? Alors, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est l'énergie. Et il n'y a pas de civilisation qui réussisse à se développer et à se maintenir si elle n'a pas une énergie abondante, bon marché et souveraine. Donc ça, c'est une constante. Et disons que la politique qui a été menée depuis un certain nombre d'années, c'est on parle de surabondance énergétique. Donc, on avait commencé à faire décroître un certain nombre de choses. Ensuite, il n'y avait pas bon marché. On dit ah non, ça coûte cher. Ah bon, très bien, ça coûte cher. L'inverse de ce qu'il faut. Et puis, enfin, en partant sur l'énergie dite renouvelable, c'est-à-dire essentiellement éolienne et solaire, on est parti sur une non souverain du tout, puisqu'on achète tout à l'extérieur. Donc, on voit bien qu'on a divergé de façon dramatique. Alors, moi, je constate, et on pourra y revenir, que c'est en 1997 que la rupture s'est créée. D'autres la mettront ailleurs. Simplement, moi, j'ai été élevé avec 1973, c'est-à-dire peut-être il n'y aura plus de pétrole. Comment on va faire et comment on va être abondant, bon marché et souverain, même si il n'y a plus de pétrole. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé et je ne comprends pas la façon dont on continue à être dans la même direction et où on parle de sobriété et non pas d'anti-gaspillage. Je comprends l'anti-gaspillage, mais je ne comprends pas la sobriété. Parce que la sobriété, ça voudrait dire qu'il peut y avoir pénurie, et s'il y a pénurie, il n'y a pas de développement. Et il faut bien que l'industrie se nourrisse de quelque chose, et si jamais elle n'a pas d'énergie, elle ne peut pas investir, elle ne peut pas se dire qu'elle va se développer. Ça, c'est le premier point sur l'énergie. Alors, donc, on est dans une situation dramatique, puisque on était bien en électricité, on était bien en gaz, puisqu'on avait beaucoup
de réserves, de réservoirs, et on était bien en pétrole, puisque on avait une compagnie pétrolière. Et tout ça est en train de partir par l'idée qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, on empêche, et conduit à être exactement à l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors, on a beau dire, on va changer, en fin de compte, on ne change pas beaucoup, et on va, j'espère, revenir au cours de cet entretien. La deuxième chose, c'est sur l'industrie. L'industrie, en 97, on est à peu près au même niveau que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on a une balance commerciale équilibrée, on a de l'ordre de 22-23% d'industrie par rapport au PIB, donc on est bien. On est bien. Et 26 ans après, on a réduit l'industrie pratiquement de moitié. On a un déficit commercial abyssal. Et on est à la moitié de l'Allemagne. L'Allemagne continue à progresser, malgré tout ce qu'on dit d'elle. Et donc, il s'est passé quelque chose. Et il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et comprendre ce qui s'est passé, c'est faire un diagnostic et trouver des solutions. Et donc, lorsque le gouvernement, comme les médias, ne veulent pas faire de diagnostic, ils se précipitent sur des solutions que je dirais émotionnelles. J'ai envie de faire ça parce que j'ai trouvé un sujet... et on part dans des directions qu'on n'a même pas été regardées. Et on parle de transition énergétique, on parle de transition écologique, on parle de transition. Bon, finalement, tout ça est complètement verbal. Nous sommes toujours en transition. Nous sommes toujours en transition énergétique, nous sommes toujours en transition écologique, nous sommes toujours en transition, heureusement. C'est-à-dire que nous progressons dans un certain nombre de domaines, nous progressons plus ou moins vite, et il faut que l'industrie française se développe à l'intérieur de ce maelstrom, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Donc, il est clair que nous avons une industrie qui est sans fonds propres, qui est en déclin, et c'est pas parce que on dit qu'on va faire quelque chose qu'on le fait. Et donc il y a une différence permanente entre le dire et le faire. Et j'en veux pour preuve que on a dit il y a eu une transformation complète de l'industrie nucléaire, maintenant on va faire, alors qu'on était en train de faire décroître, et que moi je constate que rien n'est fait. C'est-à-dire que le 1er septembre de cette année, on a fermé, Fessenheim n'est plus une centrale. Voilà, donc, or, Fessenheim était une centrale absolument indispensable à notre équilibre énergétique. Donc on voit bien qu'on ne fait rien. Voilà. Alors justement, je rebondis directement, puisque vous en parlez, cette date assez symbolique du 1er septembre, la fermeture juridique de Fessenheim. Vous pensez que c'est du vent, cette relance énergétique française ? Ce n'est pas du vent, c'est indécis et c'est contradictoire. C'est-à-dire que on prend des décisions, mais on ne les transforme pas en action. Et c'est illusoire, puisque un point capital qu'il faut essayer de comprendre et qu'on va essayer de développer au cours des mois qui viennent, mais peut-être grâce à vous un peu mieux, et il n'y a pas de possibilité de complémentarité entre une énergie intermittente et aléatoire, à savoir l'éolien, intermittente en ce qui concerne le solaire, et le nucléaire. Il n'y a pas de complémentarité. Et donc, lorsque on commence avec des gens qui sont responsables administratifs et qui sont finalement des militants à dire « puisque le nucléaire ne va pas venir vite », ah bon ? Pourquoi il ne viendra pas vite ? Et il va falloir développer plus rapidement les énergies intermittentes et aléatoires. On dit de bêtises. Pourquoi continue-t-on à dire de bêtises ? Et la première chose du deuxième quinquennat de Macron, ça a été de dire on va aller plus vite dans les énergies intermittentes. Ah bon ? Quel est l'intérêt ? Dites-moi quel est l'intérêt. Expliquez-moi comment on passe de la situation actuelle à une augmentation des énergies intermittentes en ayant une énergie abondante, bon marché, souveraine. C'est fou.
vous n'allez pas dans cette direction. Donc on s'est mis on parle en disant nous allons résoudre le problème énergétique, et en fait on fait l'inverse de ce qu'il faut faire, et on prend des textes de loi qui vont à l'inverse de ce qu'il faut faire. Alors il y en est de même dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Moi, le secteur d'activité qui m'intéresse, c'est l'industrie et l'énergie, par conséquent. Mais on voit bien qu'il n'y a jamais d'étude d'impact de ce qui est proposé. Jamais. Sur aucun sujet. Et or, ce que l'industrie nous apprend, c'est le retour d'expérience, c'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, voilà ce qui s'est passé, essayons de raisonner sur est-ce que mon objectif a été atteint en faisant ce qui a été fait, ou est-ce que c'est un autre objectif qui a été atteint, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver la satisfaction de l'objectif. Alors, je prends un exemple simple qui va parler à tout le monde. Lorsque la grande conférence est arrivée à Paris du GIEC, on a dit, la grande COP, le GIEC a dit, voilà, il faut essayer de limiter le charbon, parce que le charbon, c'est quand même la source d'énergie la plus polluante, la plus. Ok, bien. On va diminuer le charbon. Donc, cette conférence a lieu il y a quelques années. À l'époque, l'énergie mondiale, le charbon représentait 23%. Puis on a agi, comme on a dit. Dans tous les sens, on a agi, on a décidé, et nous sommes aujourd'hui à 27%. Donc forcément, si on a eu comme objectif de diminuer le charbon, et si les actions que nous avons développées, c'était de le faire diminuer, on a forcément échoué, puisqu'on est passé de 23 à 27% au niveau mondial de charbon. Bon, alors de la même façon, nous, on avait une énergie électrique bon marché en France. Pourquoi ? Parce qu'on avait développé un programme nucléaire dans les années 73 pour faire en sorte d'avoir une énergie électrique abondante et bon marché. On se retrouve aujourd'hui avec une énergie électrique nucléaire et hydraulique qui n'a pas eu un coût qui a augmenté, puisque les installations sont amorties et que elles ont 30 ans, 40 ans. Donc on est bien. On a un coût qui est connu et qui n'a pas varié. Et soudain, parce que, disent-ils, il y a la guerre en Ukraine, on augmente d'un facteur 6, puis d'un facteur 3, le prix de l'énergie que l'on paye. Pourquoi ? Je pose depuis 1 an et demi la question, pourquoi quelque chose qui a un prix correspondant à un coût n'a plus de prix qui correspond à un coût ? Le prix que vous payez n'a plus rien à voir avec le coût. Dans quelle dynamique sommes-nous pour arriver à cette situation ? Et c'est la question absolument prioritaire de tout ce que vous allez me demander sur l'industrie et l'énergie, c'est-à-dire il n'y a pas d'industrie si jamais il n'y a pas une énergie abondante, bon marché et souveraine. Nous ne sommes plus dans cette situation. Nous avons un prix qui n'a plus rien à voir avec les coûts. Revenons à un prix qui a un rapport avec le coût. Et c'est parfaitement compréhensible par toute la population française. Parce qu'il y a eu le problème du lait. Vous avez peut-être, vous vous souvenez. C'est-à-dire le producteur de lait disait « je vends mon lait à tel prix ». Et puis quand je vais chez Leclerc, Intermarché ou Super U ou Carrefour, le prix n'a plus rien à voir avec ce que j'ai. Et il a fallu que Leclerc, Intermarché, Système U, Carrefour expliquent comment on passait du coût au prix. Bon. Et là, aujourd'hui, en ce qui concerne l'énergie, personne n'explique cette situation. C'est-à-dire, comment passe-t-on du coût au prix ? On dit, mais le prix est indexé sur... Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas de l'indexation, n'est pas la règle, c'est pas ça. Quand on produit quelque chose à 50 € le mégawattheure, quand quelqu'un doit l'acheter 600 € le mégawattheure, on doit lui expliquer où vont les 550 € de différence. On doit lui expliquer. Comme ça a été le cas pour le lait. Eh bien, j'attends toujours cette explication. Ça fait 1 an et demi que je la demande. Un peu plus d'1 an et demi, puisque ça fait depuis mars de l'année dernière
que je demande ça. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et l'industrie ne peut fonctionner valablement que si elle est assurée d'avoir une énergie abondante, bon marché et souveraine. Elle peut pas se développer autrement. Il faut partir ailleurs. Mais disons que le plaidoyer sur la sobriété, qui est un plaidoyer sur le fait qu'on va échapper à la pénurie, est un plaidoyer pour dire, surtout, vous ne développez pas. Parce que si jamais vous avez de la consommation énergétique, vous allez être dans la panade. Donc surtout, arrêtez de vous développer. Voilà. Et c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est-à-dire c'est le plaidoyer sur la décroissance. Ce plaidoyer sur la décroissance est un plaidoyer que je rejette profondément et sur lequel je pense que la population est bien consciente qu'il faut rejeter cette orientation qui est mortifère, forcément. Si on revient dans une autre situation, comment arriver à avoir une prospérité moyenne sur l'ensemble de la population française, à 65 millions de personnes, si jamais l'industrie décroît de façon régulière comme aujourd'hui. C'est impossible. Donc, c'est ça le sujet fondamental qui n'est pas traité. C'est la raison pour laquelle je parle, que je suis prêt à passer du temps avec les uns et les autres pour expliquer. Et je leur dis, attention, vous êtes en train de foutre en l'air la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, sans réfléchir. La réflexion doit vous conduire à croître intelligemment. Il ne s'agit pas de gaspiller, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais le fait d'avoir dans la tête qu'il va y avoir une pénurie est quelque chose d'affreux. Et justement, j'aimerais revenir sur ce processus de décision politique. Est-ce que c'est dû à justement l'incompétence et la prise de décision dans l'urgence, ou alors est-ce que c'est dû vraiment à une idéologie qui, justement, sape l'industrie parce qu'elle la voit comme quelque chose de négatif, de sale? C'est vraiment, c'est assez important, je trouve, d'essayer de savoir si c'est de l'incompétence. Il y a les deux. C'est-à-dire il y a de l'incompétence et du sentiment de décision émotionnelle qui vont permettre de résoudre les problèmes. Alors, décision émotionnelle, c'est tout maintenant, l'industrie n'existe plus, c'est les applications, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout le débat sur maintenant, c'est différent. Malheureusement, vous avez des petits machins dans la main, et il faut bien qu'ils soient faits par quelque part. Ils ont à l'intérieur de ces petits machins, il y a des matériaux qui sont compliqués, il faut aller les chercher, il faut les transformer, il faut puis ça coûte cher. Enfin, disons que on s'aperçoit soudain, tiens, on dit voilà, dans la voiture, il n'y a plus le petit truc qui permet de le faire fonctionner. Ah ben, s'il n'y a plus le petit truc, comment on fait? Ah bon, il faut aller le chercher à Taïwan ou en Chine. Très bien, alors, parce qu'on n'en fait pas. Ah non, on ne fait pas. Bon. Et puis, quand on se met à savoir comment on va le faire, ça coûte 10 milliards, 100 milliards d'investissements. Ah, des 100 milliards d'investissements, alors il y a la Commission européenne, on dit on veut mettre 5 milliards pour trouver... Ah, oui, 5 milliards, c'est pas l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est 10, 15, 20. Donc on a ce premier problème, c'est que on a l'impression qu'on change de civilisation en oubliant que dans cette civilisation, il y a des bâtiments, il y a des meubles, il y a des matériels, et tout ça est fait avec des machines, notamment. Certes, on va numériser, certes, on va automatiser, certes, on va avoir un processus qualité qui va permettre de travailler mieux, mais tout ça, c'est de l'industrie, c'est des chaînes de travail. Le fait qu'il n'y ait pas de gens sur les chaînes n'implique pas qu'il n'y ait pas de gens à l'extérieur qui y pensent et qui pensent le matériel. Le fait d'avoir délégué à la Chine un grand nombre de fabrications nous a conduit à ne plus savoir faire, et on imaginait pouvoir continuer à savoir faire sans faire. Pas de chance. Quand ils ont continué, eux, à faire, ils se sont aperçus que c'était eux qui avaient le savoir-faire. C'était pas très intelligent de l'imaginer. Donc on a profondément
divergé sur l'industrie, la nécessité de l'industrie, la nécessité de l'industrie de base. On a dit maintenant l'industrie de base elle peut être ailleurs, très bien. Puis on se retrouve avec des difficultés qu'on a connues dans le Covid. 17 semaines entre la Chine et nous. 17 semaines, encore quand il y avait les containers. Puis les containers ont doublé, triplé, quadruplé de prix dans la logistique. Bon. Donc on voit bien qu'on a pas compris quelle a été la mondialisation véritable, industrielle, vers laquelle il fallait aller. Et on a divergé, on a déraillé. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on prend des décisions aujourd'hui avec l'idée que on a mal fait. L'humain a maltraité la nature, a maltraité la planète, a maltraité, etc. Et il faut faire autrement. Bon, faire autrement. Alors, la peur de la planète qui s'effondre, la peur du réchauffement climatique, la peur... On manipule des peurs successives. Et donc, la solution intellectuelle, c'est on va décroître. Hein. Et c'est la fameuse histoire de la logique poussée à l'extrême. C'est l'avion, c'est mal. Par conséquent, vous allez avoir droit de voyager 4 fois dans votre vie dans l'avion. Non, c'est pas du tout comme ça que ça va se faire. La preuve, les acteurs de cinéma qui n'arrêtent pas de nous raconter qu'il ne faut pas voyager en avion, ils prennent l'avion tous les jours pour traverser l'Atlantique pour pouvoir continuer à travailler. Donc tout ça, c'est du pipeau. Hein. On a vu Harrison Ford venant à Cannes disant faut faire attention, l'avion c'est pas bien, etc. Et puis hop, il part, il a son avion personnel qui l'amène aux États-Unis. Donc on voit bien tout ça, c'est de l'émotion et c'est du discours. Bon, donc la décroissance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Par contre, l'anti-gaspillage, ça existe. Et on a bien le sentiment que aujourd'hui, il faut voir comment on traite les déchets, on voit bien comment il faut recycler, on voit bien comment il faut essayer d'imaginer une durabilité plus importante du matériel, l'obsolescence programmée, c'est-à-dire l'idée qu'un instrument va se terminer vite est quelque chose qui est absurde. Donc on voit bien qu'on ne répare plus alors qu'un certain nombre de choses devraient être réparables. On voit bien que d'une certaine façon, il y a des choses qu'il fallait revoir. Mais ça ne pourra pas aller jusqu'à l'idée que nous allons revenir à l'âge de la pierre. Non, ça n'existe pas. Hein. Et par ailleurs, sur l'ensemble des pollutions et des caractéristiques qui conduisent au changement climatique ou au dérèglement climatique, peu importe le terme, et qui sont ce qu'on appelle la décarbonation, encore faut-il bien voir que le principal aliment des plantes, c'est le CO2, petit 1, donc c'est pas un polluant, et 2, que le fait que les humains soient passés de 1 milliard à 7 milliards 5 est un élément important du CO2 qui s'en va, parce que nous, on prend l'hydrogène et on ramène du CO2. Donc on a bien un problème général. Donc il faut prendre ces problèmes à bras-le-corps, mais non pas considérer que les solutions sont faciles, parce que la solution la plus facile et qui tombe des cartes, c'est de dire, puisque à 7 milliards 5, on a du mal à vivre, revenons à 1 milliard d'individus, et ça va être beaucoup mieux. Donc maintenant, on peut continuer à avoir des gens qui vous disent, il faut agir, il faut agir, il faut agir. Si c'est ça la solution qu'il faut retenir, ça c'est une solution génocidaire dont on ne prête l'origine à personne. Donc on voit bien que il y a 2 sujets. Premier sujet, c'est il faut faire de l'industrie parce que l'industrie, c'est la vie. Et deuxième sujet, il faut éviter d'avoir un développement qui ne soit pas maîtrisé
mais ce n'est pas l'État qui va contrôler ce développement, c'est les individus eux-mêmes, les entreprises qui vont faire. Donc on revient avec les mots de « il faut agir », on demande à l'État de faire des choses qui ne sont pas du domaine de l'État. Et là, c'est pernicieux, parce que ça conduit immanquablement à dire il faudra un gouvernement du monde, qui était préconisé par M. Hulot, un gouvernement du monde, voilà, le GIEC, les COP, etc., vont vous dire ce qu'il faut faire, et puis à la fin, on va vous compter le nombre de rouleaux de sopalin auxquels vous aurez droit pendant votre vie, et vous aurez à avoir votre feuille de route sopalin. Donc tout ça ne va pas. On voit bien que lorsqu'on parle aujourd'hui de dématérialisation pour faire des économies, aujourd'hui, les gens qui vont en magasin, en super Carrefour ou super machin, super U, alors on leur dit, vous voulez votre ticket ou pas? Non, c'est mal de prendre le ticket, on voit bien. Puis ils sortent de là, et puis ils disent, ça m'a coûté tant, puis non, ça a augmenté. Et donc, une grande partie de l'émotion actuelle, disant il y a de l'inflation, je n'ai pas pour mon argent, etc., tient au fait que les gens n'ont plus le sentiment de pouvoir contrôler ce qu'ils ont pris, puisqu'ils sont dématérialisés. Donc, quelle est l'économie véritable? Est-ce qu'on a fait l'étude d'impact? Non, on n'a pas fait l'étude d'impact. On a pris une décision émotionnelle. Et ces décisions émotionnelles sont en train de pourrir notre vie. Et vous parlez justement du rôle de l'État. Est-ce que pour l'industrie française, l'État, justement, il est trop présent ou il n'est pas assez présent? On a parfois l'impression qu'il gêne dans certains points de l'industrie et parfois l'impression qu'il ne défend pas ses intérêts. Alors, l'État est trop et pas assez. Voilà. Donc, d'un petit 1, l'État ne doit pas continuer à empêcher et ensuite à donner des subventions et des aides. À un moment, il y a 145 milliards d'aides, faut arrêter. On ne peut pas continuer. Alors là, le dernier coup, c'est on va aider les gens à repriser leurs chaussettes. Et ils auront... là, on s'occupe de choses qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Plus rien. Bon. Et à chaque fois qu'on a envie de tousser, il va falloir demander à l'État est-ce que je peux avoir une subvention, etc. Bon, donc moi, je conteste l'idée que nous soyons obligés de demander des subventions à chaque fois que nous avons envie de faire quelque chose. Bon. Et donc ça doit être... On doit retrouver une régularité, c'est-à-dire je travaille correctement, j'investis, je fais des marges, ces marges je les réutilise pour me moderniser et j'ai des produits qui sont compétitifs. Alors si effectivement j'ai une industrie qui dépense 3 fois plus d'argent sur l'énergie qu'avant et 3 fois plus que mes concurrents, je suis en difficulté, c'est clair. Si jamais je suis imposé plus que mes concurrents, je suis en difficulté, c'est clair, c'est le cas. Et si en plus l'État dit voilà les salaires qu'il faudrait mettre, alors là je sais plus, j'ai les charges sociales qui sont énormes et qui sont décidées par l'État. Donc moi aujourd'hui, je suis le premier à considérer dans les entreprises que je dirige que je serais content d'augmenter les salaires. Simplement, si j'augmente les salaires, je ne suis pas en état d'être compétitif et je disparais. Donc, c'est ça le défi des chefs d'entreprise, c'est de trouver la bonne formule. Le fait que l'État ait envie d'intervenir sur tous les aspects de cette transformation est absolument insupportable aujourd'hui. Donc là, bon, c'est clair que... Bon. Alors, la deuxième chose, c'est que l'État doit, par contre, nous donner un environnement stable qui nous permette d'investir à long terme. L'industrie comme l'énergie, vous avez vu, l'énergie nucléaire, c'est 40, 60 ou 80 ans. Donc, c'est pas... on fait pas ça sous le compte de l'émotion. On fait ça en disant, voilà comment on va faire. Bon, l'industrie, c'est de la même façon. On investit à long terme. Et donc, il faut que j'ai une certaine sécurité à long terme. Je ne l'ai plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une norme et un règlement nouveau, je ne sais plus où je vais.
Et quand je suis une grande entreprise, je peux avoir une officine qui me dit voilà quelle est l'évolution et voilà quelles sont les conséquences des nouveaux règlements sur l'activité. Lorsque j'ai une petite entreprise, je n'ai pas la capacité de faire ça. J'ai un patron et ce patron, il doit regarder ce qui se passe. Donc je suis dans l'incapacité totale de réaliser les opérations que l'on dit souhaiter au niveau de l'État. Donc je pense que l'État est en train de se tromper gravement dans ce pays, mais également dans d'autres, et qu'on ne sait pas où on va. Lorsque le chancelier Scholz dit l'énergie est trop chère en Allemagne, alors je vais faire payer les entreprises un tiers de ce que ça me coûte, il faudrait aussi qu'il s'interroge sur pourquoi le coût de l'énergie est aussi élevé chez lui. Vous voyez ? Bon, lorsque moi on me fait payer 3 fois le coût ou 4 fois le coût, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et pourquoi c'est à l'État de le résoudre? Non, on pourra avoir une régulation qui ne nécessite pas l'État et les commissions de régulation diverses et variées. Lorsque on a une dette de l'État aussi forte que la nôtre, on s'interroge sur la capacité de l'État de continuer à donner des subventions, de la même façon qu'on peut s'interroger sur l'endettement de l'État et le poids de la fonction publique aujourd'hui, avec les contrôles. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on va contrôler. Bon, bah, les contrôleurs, c'est des fonctionnaires nouveaux. Ah, ça coûte rien, pourquoi? Maintenant, ils coûtent quelque chose. Et aujourd'hui, le fait pour les entreprises d'avoir autant de contrôles coûte très cher à l'entreprise. C'est-à-dire que moi, mon comité de direction de chaque entreprise passe énormément de temps avec l'État en contrôle et en paperasse. Alors la dématérialisation, elle est ailleurs, parce que il faut faire des grands papiers signés. Si jamais on parle de dématérialisation, commençons par dans la vie de l'entreprise. Donc on est en injonction contradictoire, hein, c'est ça. Et donc, alors l'un des aspects les plus évidents de la situation en France, c'est que nous avons un droit du travail qui est beaucoup trop compliqué et qui se complique tous les jours, mais disons, à la fin, nous avons le sentiment que on n'y peut rien. Donc on l'admet. On admet un droit du travail qui est différent de tous les autres. On dit, bon, c'est dommage qu'en traversant la frontière, les gens, avec le même coût pour l'entreprise, soient plus payés. C'est embêtant. Alors on devrait dire ils ont des avantages. Bon, quels sont les avantages? Bon, il se trouve que lorsqu'ils sont près de la frontière, ils aiment bien aller de l'autre côté. Hein, et pour le même prix, pour l'entreprise, ils sont plus payés. Ça, c'est quand même un sujet. Bon. Mais nous avons surtout un droit de l'environnement qui est devenu fou. Et ça, c'est 20 ans. Hein, c'est le Grenelle de l'environnement, et puis maintenant. Et disons que j'aimerais venir sur les plateaux de télévision avec le droit de l'environnement et le droit du travail. Vous apercevez que le droit de l'environnement, il a grossi plus que le droit du travail. Droit de travail 1910, droit de l'environnement il y a 20 ans. Et en 20 ans, ils ont fait plus de papier. Et nous sommes incapables, de tenir à jour notre position par rapport au droit de l'environnement, mais surtout, nous sommes incapables de dire si les injonctions à l'intérieur de l'environnement ne sont pas contradictoires. Et lorsque nous trouvons en face des fonctionnaires, on s'aperçoit qu'ils peuvent utiliser le droit à l'environnement pour vous dire que vous êtes très bien ou vous dire que vous êtes très mal. C'est dans le même texte qu'on trouve ce qu'il faut pour dire que vous êtes bien ou vous êtes mal. Bon. Donc, le nombre de fonctionnaires qui se trompent sur les textes et qui vous envoient dans des directions absurdes, énorme. Donc, l'État ne fait pas son travail, en résumé, ne fait pas son travail, et il fait un travail qui est le nôtre. Voilà. Donc, laissez-nous faire notre travail. Ne nous empêchons pas de faire les choses. Alors, il se trouve que j'ai aujourd'hui
des responsabilités dans un mouvement patronal qui s'appelle Éthique, que je préside la commission industrie, que je vois mes collègues se débattre dans des conditions absolument impossibles pour rester en France, et que à un moment, avec les différentes lois qui ont été passées, leur interprétation par des gens qui n'ont pas voté la loi, mais bon, qui l'interprètent néanmoins, conduit à dire, mais est-ce qu'on a raison de rester ? Et c'est là la question fondamentale aujourd'hui. C'est-à-dire que si jamais nous sommes à de l'ordre de 10% de l'industrie dans le PIB, comme la Grèce, alors que nous étions à 20-22 il y a 26 ans, est-ce que nous allons dans l'autre direction? C'est-à-dire, est-ce que nous avons pris les moyens de partir de 10 pour passer à 20? Ou est-ce que nous sommes à 10 pour passer à 5, pour passer à et pour faire disparaître l'industrie? Dans certains cas, je suis pessimiste, c'est-à-dire que je m'aperçois que mes collègues disent « Bon là, vraiment, je peux pas. Et je dois partir. » Alors, c'est mon collègue et ami Louis Leduffe avec son entreprise Bridor, qui, en 2017, dit « Voilà, je vais m'installer là, avec la satisfaction de tout le monde », et qui 6 ans après, est obligé de partir. Il n'a pas pu donner le premier coup de pioche. Donc, il y a bien un sujet qu'il faut prendre en main. Bon, et lorsqu'on dit ça, il dit « Oui, c'est vrai, on s'en occupe. » On s'en occupe tellement bien qu'au bout de 6 ans, on s'en est pas occupé. Donc, c'est là où la distance entre le discours et la réalité. Hein, on agit, oui, on agit. Non, mais vous inquiétez pas, on agit. Ah bon, on agit. Où est-ce que vous avez agi? Bon, et là, lorsqu'il est allé dans un autre pays d'Europe, on lui a dit, ben non, installez-vous tout de suite et faites. C'est pas qu'il a droit de faire le premier coup de pioche, c'est qu'on fait le premier coup de pioche à sa place en disant, vous êtes tellement content que vous veniez qu'on va même passer le premier coup de pioche. Donc on a un sujet. Et ce sujet, maintenant, il faut le traiter. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis là ce matin avec vous, que je serai avec Livre Noir et avec tous les gens qui ont envie de faire de l'industrie en France, parce que c'est impératif. Nous n'avons pas le choix. Si nous ne faisons pas d'industrie, nous disparaissons. Les villages où il y a une industrie et qui voient disparaître son industrie, ces villages disparaissent. Les commerces disparaissent, les gens disparaissent, tout disparaît. Hein, voilà. C'est ça la réalité du pays. Et tout le monde le dit, mais on parle et on oublie d'agir. Il y a quelque chose de très concret, et vous l'avez évoqué, c'est-à-dire on est dans une situation de marché commun en Europe, et vous avez évoqué justement toutes les normes qu'on a en France, les normes environnementales, les normes sociales. Est-ce que ce marché commun, il n'est pas maintenant à notre désavantage, justement, dans la situation dans laquelle on est? Nous sommes mis en désavantage. C'est-à-dire que nous avons voulu jouer les meilleurs élèves pour donner l'exemple. C'est une espèce de folie universaliste au niveau d'un marché. Donc, nous sommes mis... l'harmonisation mondiale du commerce, c'est nous qui l'avons dirigée pendant un certain temps. On avait le sentiment que c'était nous qui allions faire la mondialisation heureuse. On a parlé de mondialisation heureuse, non, et on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on s'est mis à dire on va faire mieux que les autres. Alors aujourd'hui, on fait mieux que les autres. C'est vrai. C'est-à-dire que du point de vue de la décarbonation, nous sommes les leaders. Bon, les leaders mondiaux. On a fait ce qu'il fallait. On dit, c'est pas assez. Il faut continuer parce qu'il faut donner l'exemple, il faut faire mieux. Et nous allons être le premier pays qui va ne plus avoir en telle année du calme. Du calme. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs. Maintenant, est-ce que les autres peuvent nous rattraper? Est-ce que... prenons un exemple qui est caricatural. Bon. Nous allons avoir, demain, des voitures électriques venant de Chine. Elles sont moins chères, elles sont mieux finies, et ils ont, techniquement, ils sont en poids. Voilà. Bon. Alors, nous en faisons actuellement en Chine, nos entreprises en font en Chine. Mais les Chinois les font mieux que nous. Bon, donc on va voir. Ces voitures qui sont faites en Chine, qui sont censées décarboner, décarbonent-elles?
quel est le poids du charbon dans les centrales électriques chinoises? La moitié. Donc, les voitures électriques chinoises sont à moitié à charbon. Est-ce que c'est un progrès d'avoir changé la voiture thermique en France et en Europe au profit d'une voiture à charbon? C'est un progrès. Moi, je ne le pense pas. Mais le raisonnement que nous avons tenu est un raisonnement absurde. Et donc, absurde. Mais c'est vrai dans tous les secteurs. Hein, je prends la voiture parce que ça parle aux Français. Est-ce que vous aviez envie, en disant à l'Europe que allez-y, décarbonez-nous, est-ce que vous aviez envie d'avoir une voiture à charbon chinoise? Je pense pas. Je pense que les gens qui achètent des voitures chinoises aujourd'hui n'ont pas le sentiment dans des voitures non polluantes. En quoi le CO2 est polluant? Le CO2, c'est un aliment. Donc le fait d'en avoir trop est embêtant, c'est clair. Mais ce n'est pas un polluant. Le CO2 ne pollue pas. Là, attention. Hein, si jamais les forêts poussent, si l'herbe pousse, si vous avez des roses, c'est grâce au CO2. Attention, ne confondons pas tout. Hein, par contre, si vous avez des particules fines, oui, c'est un polluant pour la respiration. Oui, okay, bien, mais c'est différent. Donc on a tout confondu émotionnellement et on dit n'importe quoi et on fait n'importe quoi. Et là, pour moi, l'abandon de la voiture thermique de façon émotionnelle au profit de la voiture à charbon chinoise est une illustration de la bêtise de notre pays et de la bêtise de la construction européenne qui se fait avec des fonctionnaires idéologues et en grande partie obtus et qui conduit au drame que nous allons connaître, hélas, dans les prochaines années, sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire que je ne suis pas désespéré. Je dis simplement que si nous ne sommes pas à même de voir la réalité, de concevoir des solutions réelles, on n'y arrivera pas. Or, les solutions réelles, c'est pas l'éolien qui est intermittent et aléatoire, ce n'est pas le solaire qui est intermittent, ce n'est pas la voiture électrique qui est une voiture à charbon chinoise, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est avoir moins de gaspillage. Qu'est-ce que c'est moins de gaspillage? Meilleur rendement, c'est éventuellement dire, si jamais j'ai trop de CO2, est-ce que je peux, malgré l'effort que je fais pour en avoir moins, est-ce que je peux capter le CO2? Est-ce que je peux en faire autre chose? C'est des tas d'éléments scientifiques et techniques sur lesquels il faut revenir de façon scientifique, technique et industrielle. Voilà. Alors, un des aspects sur lesquels je voudrais insister également, c'est la différence aujourd'hui entre la science, la technique et l'industrie. Je pense que le scientifique, lui, il est toujours en train de chercher, il doute, et il peut trouver des solutions, mais il ne sait pas s'il a la technique qui va permettre de la reproduire, et il ne sait pas s'il a l'industrie qui va permettre que ce soit pas cher. Donc, on écoute les scientifiques, ils disent, oui, là, c'est un problème soluble, c'est très bien, c'est la science. Bon. Et notre presse, comme nos politiques, ont tendance à dire, voilà, le scientifique dit ça, hop, j'y suis. J'ai une molécule qui a l'air d'être bonne pour le cancer, pof, on va la mettre à tout le monde et elle n'aura plus de cancer. Rapidité. Bon, c'est plus compliqué que ça. Bon, alors, donc on commence par la science. Et la science a des solutions, a des problèmes qui sont posés ou s'interroge sur un certain nombre de choses. Et puis ensuite, on dit quels sont les instruments qui vont me permettre de reproduire ce que j'ai imaginé. Est-ce que les instruments existent? Est-ce qu'il faut que je les fabrique? Est-ce que je les fasse? Et ça, c'est le technicien arrive derrière le scientifique, l'ingénieur technique, qui est toujours un scientifique, mais qui va au-delà. Et puis, à un moment, c'est mon métier à moi, c'est l'industrie.
C'est-à-dire, maintenant, il faut que je le fasse de qualité, bon marché, acceptable. Et alors ça, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire qu'il faut reprendre l'ensemble du processus et savoir si c'est possible ou pas. Bon. Et ça prend du temps. Et ça prend de l'argent, bien sûr, mais ça prend du temps. Et on a l'impression d'avoir une émotivité qui conduit à vouloir passer de la science à l'industrie à une allure record. Et on dit, telle opération, mais c'est facile parce que le scientifique Tartampion a dit que c'était possible. Ouais, d'accord, très bien. Dans combien de temps et à quel prix? Hein, et là, le fait de ne pas avoir de culture scientifique dans les écoles françaises et de ne pas avoir de culture industrielle dans les écoles françaises est un handicap profond. C'est-à-dire que la société dans son ensemble ne comprend pas. On lui dit, avec les algues, vous allez résoudre le problème du pétrole. Ah, très bien, en fait. Alors, très bien, c'est parfait. Donc, les scientifiques nous disent, avec les algues, tout va bien. Donc, on est peinard. Voilà. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. Est-ce que je vais le faire à un prix correct? Et on voit bien que le sentiment avec les instruments modernes, les smartphones, de connaître le monde entier, d'avoir les réponses aux questions, d'avoir le sentiment que tout va vite et que par conséquent on va résoudre les problèmes, que tout ça n'est pas propice à l'éclosion d'une société apaisée de mon point de vue, c'est-à-dire qui a une énergie abondante, bon marché et souveraine, et une industrie florissante. Donc on n'est pas passé par là. Alors, donc, on répond toujours à votre question. Le fait d'avoir une partie de la population qui a envie de ne plus avoir d'industrie parce que c'est sale et que c'est pas bien chez elle, c'est ahurissant. Et il n'y a pas aujourd'hui le contre-feu politique ou le contre-feu médiatique disant mais non, arrêtez. On a besoin de ça. Vous vous souvenez de l'incendie qu'il y a eu à Rouen, près de Rouen, avec l'entreprise Lubrizol. Bon, moi j'ai connu les développements de l'industrie pétrolière, comme vous le savez, puisque vous avez rappelé mon curriculum. Et Lubrizol était, avant de s'appeler Lubrizol, c'était un truc qui était dans la campagne. Voilà. Et ça a été construit dans la campagne. Puis à un moment, les gens sont allés autour, etc. Et le chef de l'État arrive après quelques jours, vous vous souvenez, il n'était pas venu tout de suite, et il dit, je ne comprends pas comment on peut mettre une installation comme ça en plein centre-ville. Oui. Voilà. Oui, donc c'est une méconnaissance totale de ce qui arrive vraiment. On n'a pas installé l'industrie au centre-ville. C'est le centre-ville qui est venu à l'industrie. C'est ça qui s'est passé. Bon. Et c'est passé partout. Bon. Alors après, on peut dire, non, c'est embêtant, ça fait du bruit, c'est très bien, parfait. Alors comment on fait? Et ça coûte de l'argent de changer. Alors on change, oui, d'accord. Puis qu'est-ce qu'on fait à la place? Alors moi, je suis allé tout dernièrement dans une banlieue parisienne où l'industrie centrale disparaît et le maire dit mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il disparaît parce que tout le monde a dit c'est pas bien, puis avec ces terrains-là on pourrait faire des choses merveilleuses, on pourrait faire des terrains de sport, très bien. Terrains de sport pour qui? Des auditoriums pour qui? Si jamais la base économique s'en va, il n'y a plus rien. Bon. De la même façon, aujourd'hui, j'ai dans tous les pays, dans tous les territoires où je vais, où je suis installé avec mes entreprises, j'ai un problème d'hôpital et de maternité. On a réduit, vous savez qu'on faisait de l'ordre de 9000 médecins par an en 1970. Bon. En 1995-97, c'était 3500. Là,
on est monté un peu. Bon, et avec 65 millions de personnes, compte tenu de tout ce qu'il y a, on considère qu'il faudrait qu'il y ait 6 000 médecins par an. Ouais. On ne les a pas, donc on va les chercher en Roumanie, en Belgique, en Algérie, un peu partout. Bon. Et puis, comme on n'a pas de médecins, on dit telle installation, elle n'est plus viable parce qu'il n'y a plus les médecins hospitaliers. Vis-à-vis de moi, industriel, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dans la population des politiques, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit mais quelle est la conséquence sur l'industrie de la disparition des hôpitaux et des maternités? Énorme. Énorme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un jeune cadre qui s'installe avec sa femme quelque part, et la femme a envie d'avoir des enfants, et lui aussi. En général, c'est ça qui se passe. Et le cadre dit, oui, mais la maternité est à 120 km. Je ne peux pas venir. Ma femme ne veut pas. Donc, on supprime des maternités. On supprime des hôpitaux, on fait des maisons de la santé où il n'y a jamais personne. Enfin, il n'y a pas de médecin, quoi. Il y a des maisons de la santé, mais il n'y a pas de médecin dedans. C'est essentiel pour le service. On a fait une politique de la santé. J'ai regardé depuis 97, fait de la santé en ignorant complètement l'existence de l'industrie. Puisque l'industrie, c'est sale et qu'il faut la faire disparaître. Et c'est dans tous les secteurs d'activité, vous avez ce type de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on regarde ça indépendamment de l'industrie. Pour moi, industriel, si jamais j'ai envie d'avoir des cadres de qualité, des cadres de qualité, j'en ai besoin parce que j'automatise, je numérise, etc. Donc j'ai besoin d'avoir des gens qui ont un certain niveau, de moins en moins, mais de plus en plus sophistiqué, c'est un problème de qualité. J'ai besoin d'avoir une maternité, un hôpital assez près. J'ai besoin de ça. J'ai un besoin industriel. Qui m'écoute? Personne. Quand je dis ça. Et là, bon, vous vous intéressez à ça? Ben oui, je m'intéresse à ça. Bien sûr. Est-ce que c'est pas une parole, du coup, trop rare, justement? C'est la parole que vous avez d'industriel, dans les médias, Écoutez, je suis embarrassant pour les gens qui ont l'air de décider, qui ne décident pas. Hein. Donc ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à ce qu'on leur dise, vous savez, vous faites mal. Ils ont envie de dire qu'ils font bien. Aujourd'hui, la France va bien, on construit des usines et la réindustrialisation est opérée. Ah bon? Je dis non, c'est pas vrai. Et donc, c'est pas terrible comme message. Alors, on me dit, mais si vous n'êtes pas optimiste, si, je suis optimiste. Je suis optimiste si jamais je regarde la réalité. J'ai des gens, aujourd'hui, qui ont envie de faire de l'industrie. J'ai des gens qui sont compétents. J'ai des gens qui ont envie de se développer. Simplement, on les empêche de fonctionner et ils ne trouvent pas le personnel qui leur convient, quelquefois pour les raisons que je viens d'indiquer, quelquefois aussi parce que on n'a pas formé les jeunes correspondants pendant des années. C'est-à-dire que, par exemple, dans des activités, puisque je suis en métallurgie de chaudronnerie, il est clair qu'il faut de la soudure, qu'il y a des robots de soudure, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui sachent ce que c'est que la soudure et faire fonctionner le robot. C'est pas parce qu'il y a un robot que tout est fait par le robot. Il y a des trucs où on dit on va utiliser le robot de soudure, mais sur tel et tel point, on va repasser derrière de telle façon. Bon. Et puis il y a des grades dans les robots. Et comme pour les médecins, comme pour les industriels, comme pour beaucoup de choses, y compris votre métier, l'expérience est importante. C'est-à-dire que quand on a fait 1000 fois quelque chose, on le fait mieux quand on l'a fait 2 fois. Et donc, vous avez des grades de soudeur, et jusqu'au soudeur qui est soudeur de P3. Non, il y a des métiers qui sont compliqués et dans lesquels on trouve personne, mais c'est surtout des métiers où l'expérience est absolument capitale. Et pour avoir un soudeur de qualité, il faut 7 ans. Hein. Donc c'est comme un médecin.
Et c'est l'expérience qui va permettre de savoir si les soudures sont de qualité ou pas, et comme on a vu les problèmes qui se sont posés dans l'industrie nucléaire. Donc, l'industrie, c'est le savoir-faire, et le savoir-faire, il faut faire. Et plus on a d'expérience, et mieux on sait faire. C'est ça. Et il faut se mettre ça dans la tête, et ce n'est pas des applications informatiques qui vont changer les choses. J'ai beau le tenir sur les points, on a l'impression que on fait une application, on devient riche, et puis après qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon, ouais. Est-ce que vraiment c'est l'objectif d'une vie? C'est quand même, pour moi, d'accomplir quelque chose, et d'accomplir quelque chose pour son environnement, pour son pays, pour son environnement local. C'est ça qui est intéressant, c'est être avec les autres et de faire des choses pour eux, quoi. Donc chacun son métier, et ce n'est pas très agréable pour les politiciens comme pour un grand nombre de journalistes d'avoir une sorte de donneur de leçons permanent que je peux être. C'est pas très agréable, parce que je leur dis non. Là, lorsque j'ai pris le dossier du marché de l'électricité il y a un peu plus d'1 an et demi, j'aurais dit non, vous êtes en train de dérailler. Bon, et puis là, effectivement, lorsqu'ils ont en face d'eux des industriels qui leur disent ça va pas, ils disent ben ouais, on va attendre fin 2024. Je dis oui, mais le problème c'est de savoir si nous on peut attendre fin 2024 pour que vous résolviez le problème. Or le problème, il n'y en a pas, puisque les coûts sont bas. C'est l'incompréhension du système, on la voit bien, et ils sont bloqués par le conformisme. Alors on va partir peut-être sur c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un bon industriel? Alors je dis pas que je suis un bon industriel, je dis simplement qu'il faut s'interroger qu'est-ce que c'est qu'un bon industriel. Bon. Un bon industriel, c'est quelqu'un qui est forcément anticonformiste. Forcément. C'est-à-dire que si jamais il regarde ce que font ses concurrents et qu'il dit puisqu'ils font ça, je fais la même chose, il le fera moins bien qu'eux en le copiant. Donc forcément, il ne restera pas. Donc c'est celui qui a inventé ou qui est parti dans un truc qui va réussir, et lui il va derrière avec difficulté. Donc il est anticonformiste, et tous les grands industriels ont été des anticonformistes. Et on leur dit aujourd'hui, l'État pense pour vous, ne vous inquiétez pas, et si vous pensez correctement, vous aurez de l'argent et vous serez bénis. Ah bon? Et c'est l'histoire de l'industrie verte. Vous savez, il faut être vert. Je dis, il faut être vert, très bien, si vous voulez. Moi, je suis vert. Je suis complètement vert. Moi, je suis écolo. Simplement, vous savez pas que c'est moi l'écolo et que c'est pas vous. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes parti sur une idée directrice qui est je fais de la voiture électrique, ou je fais de véhicules hydrogène, ou je fais ça, ou que je vais chercher au fond des mers. C'est pas parce que vous avez une idée qui vous apparaît géniale à vous que vous avez fait l'industrie. Vous n'avez rien fait pour l'instant. Vous avez une idée. Bon, et puis cette idée, c'est une idée très intellectuelle. C'est joli. C'est joli. C'est bon, mais c'est pas ça. Donc il faut revenir aux réalités, savoir comment est-ce que je suis placé aujourd'hui, comment je serai demain, et est-ce que j'ai un produit dans lequel je vis qui va subsister dans le progrès général industriel, le progrès des sciences et des techniques. C'est ça le sujet, le point sur lequel vous regardez vers l'avenir ou pas. Et ça, des gens comme François Michelin, ils savaient faire ça. Voilà.
Il savait faire ça, c'est un grand industriel. Il a bâti une entreprise, c'était un petit truc de caoutchouc à Clermont-Ferrand. Il en a fait une industrie mondiale où, quand on dit Michelin, on dit le pneu. Et quand on dit le pneu, on dit Michelin. C'est ça. Et Michelin, il avait ce sentiment qu'il faisait quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'il permettait la souplesse et la longévité et la sécurité grâce au matériel qu'il développait, et il vivait le pneu. Bon. Et Dassault, il a vécu l'avion. Il a vécu l'avion. C'était un avion personnifié, il ne pensait qu'à l'avion. Donc ces personnages-là sont des personnages qui avaient un entourage compétent et qui ont montré leurs compétences par la suite, qui savaient entraîner, mais ils avaient une idée directrice qui n'était pas forcément celle de leurs contemporains, qui avaient envie toujours de faire autre chose, de changer. Ils étaient anticonformistes. Et je pense qu'il faut revenir à cette idée que l'État n'est pas à même de sélectionner les anticonformistes, parce que l'État est conformiste. Et donc, si jamais on laisse à l'État le soin de faire, il va prendre le type qui va lui permettre d'avoir la paix. Donc, et c'est un point sur lequel il faut que l'ensemble de nos contemporains réagissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme qui permet d'être industriel. Il n'y a pas de considération d'obéissance qui conduit. Non, l'industriel est un type qui croit à ce qu'il fait, qui a une vision et qui entraîne. Voilà. Alors, j'ai fait un petit livre sur les capitaines d'industrie qui ont rebâti la France. Et de l'autre côté, j'ai fait un petit livre qui dit il faut pas se tromper, c'est-à-dire que quand on part dans une mauvaise direction, il faut avoir le courage de dire bon, est-ce que je me suis pas trompé? Il faut savoir se dire qu'on s'est trompé. En quoi est-ce grave de dire sur le nucléaire je me suis trompé et par conséquent je fasse autrement maintenant? Pourquoi, à la question du journaliste, le président de la République, on lui dit est-ce que sur le nucléaire vous avez toujours défendu le nucléaire, alors il dit vous avez changé sur le nucléaire, il répond non, j'ai pas changé. Il a changé. Mais en quoi est-ce que changer est grave? Moi, ça m'est égal. Si jamais vous me dites sur un certain nombre de sujets, vous êtes trompé là, moi je peux dire sur quoi je me suis trompé. Je peux tromper. Il y a des sujets sur lesquels j'ai pas vu ce qui était en train d'arriver et je me suis retrouvé en difficulté. Mais si jamais j'avais continué dans la direction que j'avais imaginé être la bonne, et si j'avais pas pris sur moi de faire autrement, l'entreprise que j'avais aurait été en décapitotade. Donc oui, on a le droit de se tromper, mais il faut assumer et il faut regarder la réalité. Et l'industriel, et alors c'est pour ça que je parle de retour d'expérience, il regarde ce qu'il a fait. J'avais ça comme objectif, j'ai voulu faire ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que autrement, comment puis-je être arrivé dans le cul-de-sac? Est-ce que c'est moi qui suis idiot? Est-ce que c'est la réalité qui est idiote? En général, c'est plutôt soi qui est idiot, parce que la réalité s'impose. Voilà, c'est tout. Et là, on a l'impression d'avoir des gens qui disent « la réalité est idiote ». Alors je change la réalité. Et alors là, il y a un mot de la presse récente qui m'a obscurci le cerveau pendant quelque temps. Dire, voilà, non, mais je suis pas en train d'essayer de décrire la réalité, je suis en train d'essayer de dire comment la réalité pourrait exister. Bon, bien, si c'est ça l'information, alors on va pas s'en sortir vite, là. Voilà. Et c'est un peu ça qui arrive souvent dans notre monde. Dans l'industrie, c'est mortifère. Dans les autres secteurs aussi. Mais sauf que moi, je suis industriel et je m'aperçois que cette façon de voir est mortifère. Voilà, il faut revenir à ce qu'en sont les industriels.
Alors, comment est-on industriel? Eh bien, on le devient avec l'expérience. Voilà. Et on n'est pas industriel parce qu'on a fait une école d'ingénieur, on n'est pas industriel parce qu'on a fait ci ou ça, parce qu'on a... Non, on est industriel parce qu'on a compris un certain nombre de choses, on a une vision, on entraîne les hommes, on est capable d'aller dans une direction qui n'est pas la direction de tout le monde et qui va nous permettre d'avoir soit une niche, soit une grande entreprise. Il y a deux façons de concevoir l'industrie. C'est je fais un gros bidule, Michelin, ou je fais un bidule plus petit, mais dans lequel j'ai la maîtrise, comme l'entreprise Rocket, par exemple, sur l'amidon. Hein. L'entreprise Rocket, une entreprise mondiale, extraordinaire, qui a une niche absolument fantastique, avec des revenus fantastiques. C'est une autre façon de concevoir, mais les deux existent hein, dans le monde. Je fais une grande entreprise énorme, mondiale, qui dans tous les sens, ou j'ai une niche. Cette niche, je la garde, je la développe, j'ai les brevets, etc. Et j'en fais une entreprise mondiale qui n'a pas la taille des très grandes, mais qui a la rentabilité supérieure aux très grandes. Hein. Justement, vous évoquez votre livre sur les capitaines d'industrie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé justement sur cette fierté de l'industrie française, premièrement? Et autre chose, est-ce que vous pourriez nous évoquer, on a plaisir à vous entendre parler d'une réussite française qui vous tient à cœur? Et non, je pense que nous ne sommes plus fiers de nos entreprises parce que nous n'avons plus dans l'éducation nationale de gens qui sont fiers des entreprises. Hein, et que nous n'avons pas le contact des jeunes avec l'entreprise et l'industrie. Moi, je suis ahuri de voir combien il est difficile de faire venir des écoles à l'intérieur de l'entreprise pour regarder alors, les conditions, sécurité d'un côté, c'est la galère. Il faut que les choses soient simples. Alors, on devrait pouvoir montrer aux jeunes ce qu'il en est. Alors, il y a un stage de 3e aujourd'hui de 8 jours dans l'entreprise. Je pense que c'est bon. Enfin, mais tout ce qui peut rapprocher la jeunesse de la vie industrielle et de la vie de l'entreprise est important, en distinguant bien que l'entreprise industrielle a des caractéristiques différentes de l'entreprise tout court, où il y a des bureaux et des ordinateurs. Alors, je crois qu'il faut faire attention à bien mettre l'accent sur l'industrie. C'est pour ça que dans le mouvement patronal, je prends une branche industrie, c'est-à-dire que je veux dire, oui, il y a l'entreprise en général, mais il y a ça. Bon. Et je pense que ceci n'a pas été suffisamment développé au cours des dernières années. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a des entreprises extrêmement intéressantes en France et des chefs d'entreprise qu'on devrait pouvoir faire monter. Et pourquoi ils ne montent pas aussi vite qu'ailleurs? Parce qu'on a moins d'argent, parce que nous sommes extrêmement endettés et nous n'avons pas fonds propres. Alors ça revient, votre question revient, pourquoi est-ce que dans notre pays, lorsqu'on a une bonne idée et qu'on développe une entreprise qui peut être prospère, pourquoi, à un moment, on stagne? Et pourquoi, à un moment, pour se développer au-delà de ce qui est fait, on accède à des capitaux extérieurs et souvent à un rachat par l'extérieur des entreprises qu'on a développées? Hein, pourquoi est-ce qu'il y a un tel déchet de ce que les journalistes appellent les pépites? Soudain, une pépite disparaît ou effectivement est absorbée par un fonds spéculatif américain ou un fonds souverain de tel ou tel pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une politique de fonds propres. Et là, on revient à un élément capital pour moi de la faiblesse française, c'est que pendant qu'un certain nombre de pays, dont les pays pétroliers, faisaient des fonds souverains extrêmement
développés et qui étaient capables de racheter des parts dans les entreprises et de donner les fonds propres, nous n'avons pas fait ça. Alors nous avons certes une tentative avec la BPI, mais c'est une tentative relativement médiocre par rapport à ce qui peut se faire en Norvège, en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, ailleurs. Je ne dis pas que c'est ridicule. Bon, on ne sommes pas, nous sommes un grand pays développé, nous ne le sommes plus par rapport à ces pays-là. Puis la deuxième chose, c'est que nous avons loupé complètement notre réforme des retraites, c'est-à-dire que nous avons considéré qu'il y avait une religion. Cette religion, c'est la répartition, et que si on dérogeait à ça, on faisait le malheur des peuples. Il fallait expliquer que ce n'était pas le cas du tout. Hein, c'est-à-dire que il fallait prendre ce dossier en main, en disant bon, il y a répartition, c'est bien, mais le nombre de salariés diminue, par conséquent, on est de plus en plus en difficulté. Par contre, le fait de rapprocher la retraite de l'activité d'un pays n'est pas absurde. Et c'est ça, c'est ce à quoi il faut arriver, et c'est ce que fait le fonds de pension. Il dit voilà, l'activité des États-Unis augmente de façon importante, l'activité de l'entreprise grossièrement évolue. Bon, grâce à ça, vous allez avoir des retraites qui vont augmenter, et le fonds de pension va investir dans le développement, et ainsi de suite. Donc qu'il y ait une relation entre un fonds de pension national et la retraite est quelque chose de parfaitement normal et évident. On n'a pas voulu ça. Et donc on a fait quand même, depuis 97, on réforme la retraite quasiment tous les 2 ans. 26 ans de réforme de retraite, une réforme de retraite avec un tohu-bohu dans les derniers mois ici. On sait qu'on applique cette nouvelle loi sur les retraites et qu'elle est déjà insuffisante parce qu'on tourne le dos à la réalité. La réalité, c'est que les entreprises ont besoin de fonds propres et qu'on a besoin d'une augmentation de l'activité en France pour pouvoir payer des retraites aux gens, c'est tout. C'est bête comme chou. Si jamais vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas la possibilité de payer des retraites. Ah, vous dites, mais non, il faut la répartition. La répartition, ça veut dire, vous augmentez le nombre de gens qui travaillent. Vous êtes en train de diminuer, donc il y a un problème. Vous êtes en train de diminuer le nombre de gens qui travaillent. Ah bon? Ah bien oui. Et donc, alors on dit, mais c'est simple, il faut simplement augmenter l'âge de la retraite. Non. Si jamais vous n'augmentez pas l'activité, ça ne marchera pas. Et comment augmenter l'activité? Il faut réindustrialiser. Comment réindustrialiser? Grâce aux fonds propres qui vont permettre de garder les entreprises en France et les développer. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on a ces fonds propres? Pour partie, soit on dit il y a 3 000 milliards d'assurance vie et j'ai droit de les investir dans l'industrie, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on dit non, l'industrie, c'est pas sûr, c'est risqué. Alors on dit très bien, donc vous n'avez pas le droit de prendre de risques. Alors, si jamais l'assurance vie ne prend pas de risque, essayez de trouver quelqu'un et quelque chose qui prend un risque. On me dit c'est la BPI. La BPI, c'est bien, mais il n'y a pas assez d'argent. Alors comment on fait? Il n'y a plus qu'une chose, c'est les fonds de pension. Comment on fait des fonds de pension? Et donc il fallait, au moment de la réforme de la retraite, reparler des fonds de pension, avoir le courage de parler des fonds de pension. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Alors est-ce qu'un jour on aura le courage de le faire? J'en sais rien. Mais donc il n'y a pas 36 solutions. Soit vous augmentez les fonds propres en prenant l'assurance vie et en disant l'assurance vie était faite pour ne pas prendre de risques, on va prendre des risques quand même parce que c'est le risque de l'industrie est un bon risque. Soit on fait un fonds de pension, mais il n'y a pas... l'argent est là, il y a 3 000 milliards. Hein, 3 000 milliards, donc il suffit d'un peu de 100 milliards, on remet l'industrie française en place. Mais il faut le faire. Hein, et ça a été fait en 1926 avec Poincaré, ça a été fait en 1958 avec De Gaulle, et c'est relativement simple, c'est Jacques Rueff qui a développé la façon de voir. Alors je sais bien qu'il n'y a pas de culture française, il n'y a pas d'histoire, il faut partir à zéro avec ChatGPT, il n'y a plus rien qui n'existe. Enfin bon, il y a eu une histoire de France, industrielle, on peut essayer de raisonner à partir de là. Et justement, pour reprendre vos propos dans vos livres, vous avez évoqué le fait que
on plonge dans un capitalisme sans capital. Donc ça pose justement cette question de la réindustrialisation vis-à-vis de cette idéologie qu'on a pu avoir. Et un sujet qui est très important, c'est celui de la perte de nos cerveaux, c'est-à-dire de nos ingénieurs, des personnes qu'on forme, qui vont souvent, en fait, parce qu'on n'a pas on leur propose pas des bons salaires ou des choses comme ça, qui vont partir donner leurs compétences à l'étranger. Comment est-ce qu'on peut penser justement réindustrialiser sans avoir, en perdant en permanence ces capacités-là? Alors on a une chance considérable, c'est que il reste encore dans les ingénieurs français le sentiment que la France est un beau pays, voilà. Et ils ont envie de revenir. Alors, on a une chance fantastique. Et donc, on est capable de faire revenir des gens avec un salaire inférieur. Pas tout, mais disons que... Bon. Donc, on s'en est aperçu lorsque on a réussi à recroire dans le nucléaire. On s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient prêts à revenir. Il y a des gens qui étaient prêts à se défoncer pour revenir. Et donc, j'entends beaucoup dire que nous savons plus faire. Non. Nous avons maintenant des gens qui savent faire. On a reconstitué une compétence à l'usine du Creusot et nous avons reconstitué des compétences extrêmement fortes à Framatome. Non, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas ça. Hein. Mais nous avons une chance folle, c'est d'avoir quand même chez les ingénieurs, je ne sais pas partout, chez les ingénieurs, un esprit nationaliste important et un esprit de volonté de retrouver la souveraineté. Et je m'en aperçois à chaque fois que je vais faire des conférences un peu partout, je m'aperçois que les gens ont envie encore de faire. Bon, mon fils est parti, il n'avait pas la possibilité de faire autrement, mais il a envie de revenir. Donc la France est un beau pays quand même. Voilà. Je ne sais pas si les autres peuvent dire la même chose, mais nous, oui. Donc, la bataille n'est pas perdue. Bon, simplement, le fait d'avoir non pas des salaires suffisants n'est pas un obstacle considérable. L'obstacle principal, c'est le sentiment que l'administration empêche de faire. Hein, c'est ça. Je pense que le dégoût de la plupart des générations qui me suivent, c'est l'idée qu'on les empêche de faire. Et il faut arrêter. Hein, il faut arrêter d'empêcher. C'est-à-dire que le rôle de l'État n'est pas d'empêcher. Et tant qu'on est dans un État qui empêche, on ne peut pas s'en sortir. Et il empêche, et puis il dit, si vous êtes gentil, on vous donne des subventions. Ça, c'est insupportable. On ne dirige pas un pays comme ça. C'est la carotte ou le bâton. Alors on a le bâton d'abord, puis on dit non, mais évidemment vous êtes gentil. Alors, mais vous êtes gentil si jamais vous faites ci et ça et ça. Puis on va vous contrôler pour savoir si vous faites bien ce que vous faites. Non, nous, notre juge de paix, c'est pas l'État, c'est le succès, c'est la rentabilité. On n'a pas besoin d'avoir des gens au-dessus de nos têtes qui disent ah oui, vous faites bien. Non, c'est bien. Si on gagne de l'argent, ben ça marche. Et puis si on gagne pas d'argent, ben c'est qu'on perd. Et c'est ça qu'il faut arriver à remettre dans les têtes de l'État. Il faut que l'État s'occupe de son régalien, dont il s'occupe modérément, et il faut qu'il arrête de s'occuper de nos entreprises. On n'a pas besoin de ça. Hein, voilà. C'est pas le sujet sur lequel on est mal. Non. Et c'est vrai que depuis le début de cet entretien, on parle beaucoup d'idéologie face au concret. Et est-ce qu'on a un problème aussi avec les héritiers en France ? Je pense notamment à la question des droits de succession et à la question de la cohérence et de la continuité de nos entreprises. Je crois qu'on a fait la loi du trail à un moment et qu'on aurait dû aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il faut, pour sauver les entreprises, il faut souvent faire oublier les droits de succession. C'est clair qu'on a que vis-à-vis de l'Italie ou vis-à-vis de l'Allemagne, nous avons là un boulet au pied considérable et qu'il faut le traiter. Oui, absolument. C'est clair. Alors,
comment arriver, vous voyez, pour moi, à progresser, hein, on discute, donc vous me posez des questions, je réponds, et puis je me dis, bon, derrière tout ça, il y a des questions très... Bon, je pense qu'il faut retrouver, d'une part, un journalisme de combat qui est capable d'écouter, et puis de voir qu'il y a des gens non conformes, qui ont peut-être tort. J'ai peut-être tort sur ce que je dis, peu importe, je le dis, et compte tenu de mes 60 ans d'expérience dans l'industrie, j'ai tendance à considérer qu'il faut l'écouter. Mais on peut me dire, mais vous n'êtes pas moderne, vous n'êtes pas... Ok, très bien. Mais surtout, il faut retrouver le sens du débat. C'est-à-dire, là aujourd'hui, sur le droit du travail, sur les retraites, sur l'écologie, sur un sujet qui entoure la vie industrielle, j'ai besoin du débat. J'ai besoin du débat. De la capacité de dire, voilà, j'ai pas forcément la réponse à vue, voilà ce que je pense. Est-ce que vous avez une opinion contraire et est-ce que vous pouvez la développer? Le nombre de débats, de faux débats avec des postures, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes industriel donc, vous êtes breton donc, vous êtes africain donc. Non, c'est pas le sujet. Est-ce qu'on peut à un moment avoir le droit de réfléchir? Alors j'ai monté un cercle qui s'appelle Entreprise et Liberté. On dit, bon, est-ce que j'ai le droit de poser des questions? Est-ce que j'ai le droit de poser des questions? Et sur ces questions, est-ce qu'on peut débattre sans difficulté? Est-ce que je peux dire sur la transition écologique, il y a des diagnostics sur lesquels je ne suis pas d'accord et des solutions sur lesquelles je ne suis pas d'accord? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ou alors vous considérez qu'à partir du moment où je pose une question, par exemple, je suis climato-sceptique. J'ai entendu hier ou avant-hier une émission de télévision dire, est-ce que vous êtes climato-sceptique ou pas? Qu'est-ce que c'est que le climato-scepticisme, etc. Et le type qui était là, qui est un grand professeur, il disait, oui, non, celui-là, il est climato-sceptique, celui-là, il est climato-sceptique. On peut pas commencer un débat en posant une question avec immédiatement comme réponse, vous êtes climato-sceptique, je ne peux plus discuter avec vous. Il faut ouvrir. Et si jamais on a envie de convaincre, il faut y aller. Et moi, mon sujet fondamental, ce n'est pas sur le climat de dire si je suis sceptique ou pas. Mon problème sur le climat, c'est qu'au bout de toutes ces années, comme je vous l'ai dit au départ, je suis passé de 23 à 27% en charbon. Donc si jamais le fait d'avoir à lutter contre le climato-scepticisme pendant 10 ans conduit à augmenter l'utilisation du charbon, il y a quelque chose qui s'est mal fait. Donc j'ai le droit de dire, est-ce que le diagnostic était bon et est-ce que la solution qui était préconisée était bonne, hein? Et moi, me retrouver demain à avoir à acheter une voiture à charbon, je continue à pas voir le progrès. Donc j'ai envie de poser cette question. Alors on peut me dire, mais non, c'est pas vrai, parce que... Non. Très bien, parlons-en. Si ce que je dis n'est pas vrai, parlons-en. Et je pense que aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de véritables débats dans la société française et vis-à-vis de l'industrie, sûrement. Et ce que j'ai dit en particulier sur la santé et l'entreprise est fondamental. C'est-à-dire que moi, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je m'inquiète de la santé de mes employés, de mes directeurs, de mon comité de direction, etc. Je m'inquiète de la santé et je sais qu'il va falloir que j'agisse pour les faire soigner correctement, parce que dans les bleds où ils sont, ils n'ont pas ce qu'il faut. Alors, dire c'est paternalisme. Oui, effectivement, je suis en culture paternaliste aujourd'hui. Oui, je me considère comme le papa de tous ces gens, et il faut que j'arrive à ce qu'ils aillent bien. Et effectivement, le système de santé tel qu'il a été réalisé par l'État n'est pas satisfaisant, c'est vrai. On va rester, vous parlez de débat, d'actualité. Il y a un vrai sujet en ce moment au sein de l'Union européenne, c'est le marché européen de l'électricité.
Où est-ce qu'on en est en France de la défense de nos intérêts avec le nucléaire face à l'Allemagne? Non, catastrophique. C'est-à-dire qu'on a laissé faire l'Allemagne pour une raison qu'on indique comme grossièrement. Les seuls trucs un peu intelligents qu'ils ont dit, c'est on est très endetté, l'Allemagne l'est beaucoup moins que nous, et par conséquent, l'équilibre de la Banque centrale européenne, c'est quand même que on ne fasse pas, on soit pas vilain avec l'Allemagne. Bon, une fois qu'on a dit ça, quel est le sujet? Le sujet, c'est moi j'ai une industrie qui est en train de mourir, une industrie de base. L'industrie, les 85% des PMI françaises qui sont sous-traitantes dans tout le truc. C'est pas les grandes entreprises dont on parle. Les grandes entreprises dont on parle, elles se débrouillent. C'est-à-dire quand elles ont un problème en France à cause du prix de l'énergie, vont produire ailleurs. Donc moi, je peux pas. Hein. Il y a 85% des gens qui sont dans mon cas. Bon, eh bien, on n'a pas résolu le problème. Il faut quitter le marché de l'électricité européen. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de traité européen de l'énergie. Chacun est maître de sa organisation énergétique. Il n'y a pas de traité. Donc on n'est pas hors traité, on n'a pas d'une obligation. Donc il suffit de dire je quitte ce marché européen de l'énergie parce que j'ai envie que mes prix correspondent au coût. Alors, donc si j'ai 50 euros le mégawattheure en coût, ben, je dis ben voilà, je mets le prix autour de 70. Mais je ne le mets pas autour de 300 ou de 600. Ouais, c'est relativement simple. Il suffit de le dire. Et ce n'est que ça. Et depuis 1 an et demi, je dis ce n'est que ça. Et je suis soutenu par un grand nombre de gens aujourd'hui qui considèrent que j'ai raison. L'ancien ministre Montebourg, l'ancien président d'EDF. Il y a des tas de gens, j'ai signé une tribune avec ces gens-là. J'ai participé à des colloques, j'ai participé à ça. J'ai dit, mais dites-moi en quoi la position que je prends est contradictoire. Alors, on me raconte des salades. On me dit, ben non, on est interconnectés. L'interconnexion, en quoi est-ce que la Suisse, qui est interconnectée, est dans le marché européen de l'électricité? Expliquez-moi. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi faut-il avoir des arguments mensongers pour faire valoir une position qui est absurde? Et c'est en ça que je considère que le débat est important. Moi, j'ai dit, moi, je suis prêt à débattre avec qui vous voulez, avec qui vous voulez. Bon, alors moi, je rencontre les gens qu'on me fait voir. C'est-à-dire que si je m'en ai rendez-vous au titre de mon mouvement patronal, bien, je rencontre les directeurs de cabinet, les conseillers techniques, etc. Je leur dis voilà, comment vous faites? Hein, bon, je comprends très bien que les ministres passent beaucoup de temps sur les affaires et n'aient pas envie de me voir. En plus, j'ai une réputation de dire les choses comme je les vois donc c'est désagréable d'avoir des gens qui vous disent ben non, vous n'avez pas raison. Ça c'est vrai, il faut mieux prendre si seulement on avait de la tranquillité. C'est avoir une verbalisation. On dit ben non, celui-là, il est bien parce qu'il va me dire que je suis gentil, que je suis aimable et que tout va bien. Donc moi, je dis ce que je pense. Mais pour avancer. Je dis pas ce que je pense parce que je suis négatif par rapport à tout ce qui se fait. Moi, ça m'est complètement indifférent. Savoir c'est Monsieur X, Monsieur Y ou Monsieur Z, c'est pas ce que j'ai. Je lui en veux pas. Je dis simplement, mon pays, c'est un beau pays. C'est un pays extraordinaire. Il y a des gens de qualité. Il y a une industrie encore de qualité. Il y a des choses à faire et on n'est pas en train de les faire. Et on nous empêche de les faire. Voilà, s'il y avait une chose à retenir, pourquoi est-ce que les gens nous empêchent de faire les choses qu'on a envie de faire? Hein, On va finir par une petite partie un petit peu plus géopolitique. Je me permets parce que vous êtes un très bon connaisseur de l'Afrique. La France a subi beaucoup de revers en ce moment en Afrique. Je pense au Burkina Faso, au Niger, au Mali. Et c'est pas fini. Peut-être. Je peux vous annoncer que c'est pas fini. Et j'aimerais avoir un peu votre avis justement sur tous ces revers géopolitiques qu'on peut subir depuis quelques années. Il faut faire un tour d'expérience, il faut comprendre qu'on a tort, quoi. C'est tout, c'est simple. Alors moi, j'avais indiqué, d'ailleurs, j'ai pas été, on m'a pas redemandé de venir. J'avais indiqué que il faut faire attention à ce que
les forces armées, quand elles sont de libération, deviennent des forces d'occupation. Bon, c'est relativement simple. Alors, je peux expliquer, je peux développer, etc. Donc, faut faire attention à ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que ce qui nous lie avec l'Afrique, c'est de l'empathie forte et un mélange fort. Et qu'il ne faut pas oublier ça. Et que la France et l'Afrique, ces deux entités sont mêlées étroitement culturellement. Et que par conséquent, c'est cette culture-là qui va nous permettre de nous en sortir. Et c'est ça l'élément essentiel. L'élément essentiel n'est pas économique, il n'est pas militaire, il est culturel. Nous comprenons l'Afrique beaucoup mieux que tous les autres. Et nous sommes admiratifs de ce qu'est l'Afrique et de l'esprit africain. Nous sommes admiratifs profondément. Et l'Afrique comprend que l'on les aime. Et c'est ça le point fondamental. Et les chefs d'État qui se sont succédés, les entourages, ont été absolument absents de ce courant empathique entre l'Afrique et nous. Et ils sont toujours absents. Ils ne comprennent pas que alors, il peut y avoir des différends. Tel chef de junte peut dire des choses agréables, etc. Mais profondément, ils parlent français, ils ont la culture française, ils ont envie d'être avec les Français, pas forcément avec le gouvernement. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, moi, je ressens profondément l'envie de mes amis africains à renouer encore plus le dialogue avec moi que les politiques sont en train de diverger. Je ressens très très fortement le fait, il m'appelle, il dit le gouvernement fait ça, enfin on sait bien que tu n'es pas d'accord avec lui. Ils ont envie de rester en contact avec ce que nous sommes. Nous sommes nombreux dans ce cas, hein, je ne suis pas le seul. Beaucoup de mes amis de génération suivante sont dans le même cas. C'est pas parce que je parle d'une génération oubliée, quoi. Hein, et je pense que la description qui est faite par les politiques et par les journalistes est complètement erronée et qu'il faut revenir aux réalités. En réalité, c'est l'amour que la France a pour l'Afrique et l'amour que l'Afrique a pour la France, y compris des pays comme l'Éthiopie, comme la Tanzanie, comme le Kenya, qui ne sont pas des pays, des pays qui ont été où la France est installée, quoi. C'est extraordinaire de voir la rapidité avec laquelle le Français qui part là-bas est en osmose avec l'Afrique en général. Voilà, il y a une fluidité que aucun autre membre du continent ne peut avoir. Alors pas tous les Français, disons, la grande partie des Français. On accepte les gens. Donc il faudrait arrêter ce discours stupide sur colonisateur, colonisé, machin. C'est pas le sujet. C'est pas ça. C'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que on s'est orienté vers l'idée que nous allions les sauver militairement et que nous étions une sorte de garant de la démocratie chez eux. Et que ce n'est pas parce que les dirigeants font des élections et bourrent les urnes qu'ils sont démocratiquement élus. Vous voyez ? Donc, à un moment, il faut avoir la lucidité de leur dire, voilà, vous avez bourré les urnes, vous avez dit que vous étiez vainqueur avant même d'avoir dépouillé, vous avez dit, etc. Si jamais ça plaît à votre peuple, ça va, mais enfin, non. La démocratie, c'est pas ça, c'est une autre façon de fonctionner. Alors, vous avez peut-être
une démocratie africaine où l'intérêt c'est de bourrer les urnes. Bon, c'est peut-être ça, votre démocratie. Enfin, c'est pas la nôtre. Mais il fallait avoir le courage de dire ça. Et il fallait surtout avoir le courage de dire, bon, quand on est 40 ans dirigeant d'un pays, il y a un problème. Donc, voilà. Il faut le courage. On peut pas laisser confisquer à une famille, par une famille, un État souverain comme ça, en disant ah oui c'est démocratique, ils ont fait des élections, c'est bien. Pas possible, pas possible. Il faut dire la vérité. Est-ce que c'est grave? La vérité, non, c'est pas grave. La vérité, non. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais si votre peuple est content, on vous laisse faire. Mais nous, ce n'est pas notre conception de la démocratie. Et nous n'avions pas à célébrer des dirigeants qui faisaient des putschs, puis qui se faisaient bourrer les urnes. Nous n'avions pas à dire ah, c'est bien, peut-être la démocratie est revenue. On n'avait pas à dire ça. On avait à dire c'est pas terrible d'avoir bourré les urnes quand même. Mais si c'est la mode, c'est la mode. Hein. Mais ayons la lucidité de voir qu'on a bourré les urnes. Hein, et là, ça fait quand même plusieurs élections où c'est ce qui a eu lieu, et on a voulu tirer les manettes, dire celui-là il est bon, il est pro-français, etc. C'est pas le sujet. Ils sont liés à nous historiquement pour les siècles à venir, parce que ils ont une affection pour la culture française absolument extraordinaire, et que nous avons de l'affection pour eux parce que on comprend ce qu'ils sont et d'où ils viennent, et leur irrationalité, leur mystère est assez proche de toute notre activité intellectuelle romancière, si vous voulez. Il y a un roman, le roman national ou des nationalités africaines est assez proche du roman français. Il faut comprendre ça. Si on comprend pas ça, eh bien, on sortira pas. Alors on est dans le creux de la vague. Hein, c'est-à-dire que à chaque fois, on prend un coup sur la tête. Mais il faut avoir la lucidité de savoir que c'est les dirigeants politiques français qui sont dans la nasse, c'est pas les France. Nous sommes pas. Moi, je ne me sens pas. Je me sens pas représenté par la façon dont la France agit en Afrique aujourd'hui. C'est pas ma façon de voir, et je le dis très franchement devant vous, mais je le dis très franchement à la télévision à l'occasion également des rencontres que j'ai, et puis quand je vois mes interlocuteurs qui viennent en France et qui veulent me voir pour avoir des conseils du sage. Voilà. C'était ma dernière question. Merci Loïc Le Floch-Prigent. C'était un plaisir de vous voir, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur d'autres sujets. Vous avez compris que l'industrie pour moi est une addiction forte, et que je suis malade de l'avoir mal fonctionné avec des gens qui ne la comprennent pas. Et donc, si jamais j'ai pu aider un peu à la compréhension de ce qu'est l'industrie aujourd'hui, je vous en remercie. Nous en remercions aussi. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de ces sujets effectivement vitaux pour la France. Nous sommes très fiers de vous avoir dans notre comité stratégique de Livre Noir. Avant de clôturer, j'invite encore une fois nos auditeurs à nous soutenir sur notre site internet www.livrenoir.fr et à s'abonner à notre magazine et à nos différentes offres, à prendre vos places pour l'événement du 30 septembre, qui sera un grand événement politique. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée.